Hello et bienvenue dans Take Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startup. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipes et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Adrien qui est CTO et architecte technique avec qui on va parler de la maîtrise de la dette technique. Hello Adrien. Salut Tamara. Est-ce que tu peux te présenter un peu et nous parler de ton parcours pour commencer ? Bien sûr, donc je m'appelle Adrien Blandin. Depuis le début de l'année, je travaille en tant que CTO freelance, CTO part-time ou CTO as a service. Ça a plein de noms différents. J'accompagne plusieurs structures, principalement des éditeurs SaaS B2B, une entreprise qui s'appelle Objo par exemple, des structures auxquelles je donne pas mal de conseils stratégiques sur comment concilier les accords un peu les enjeux techniques avec le business pour que la boîte se passe bien. Et depuis peu, je travaille à la construction d'une agence web un peu plus traditionnelle pour venir compléter un peu mon offre de service et essayer de pouvoir proposer en fait une équipe technique complète, un petit peu externe, qui contiendrait du coup des ressources CTO et puis du développement, du design, etc. Vraiment l'équipe technique de ceux qui n'en ont pas. Ok. Tu as déjà lancé le projet ou c'est en tout début ? Sur la partie agence, ça fait un petit moment que je travaille dessus. La façon dont je le vois pour moi, c'est l'autre phase de la pièce de CTO, c'est qu'il y a pas mal de prospects qui me contactent, qui finalement n'ont pas besoin d'un CTO, ils ont surtout besoin d'un développeur. Et moi, ça, c'est des prestations que je ne fais plus depuis un petit moment, même si j'ai commencé en tant que développeur et que je sors d'une école de développement. Je prends plus ces missions et je trouve ça dommage du coup de laisser le prospect sans rien. Et donc j'ai réfléchi à comment pouvoir les accepter et en fait accompagner les clients vraiment du début de son projet quand il a juste besoin de développement à sa série A potentiellement et d'être capable selon le stade de la vie de son entreprise d'alterner entre des prestations de développement et des prestations de conseils techniques et stratégiques. Non, c'est super intéressant. C'est un peu ce que j'ai constaté aussi, que les gens ils savent pas trop ce qu'ils ont besoin, donc c'est bien de pouvoir un peu les aiguiller et leur proposer les différentes choses. Exactement, et je pense qu'il y a un truc qui est un peu cassé aujourd'hui dans la relation entre les entreprises avec leurs agences, c'est qu'on a vraiment une relation de prestation, et l'objectif de l'agence n'est pas systématiquement le même que celui de l'entreprise. Donc souvent le porteur de projet, l'entrepreneur, il va venir en disant moi j'ai besoin de ça, et puis l'agence va juste dire ok, on va te faire ça, ça va te coûter tant. Et il manque pour moi cette dimension un peu de conseil, et de dire ok, tu veux ça, mais est-ce que vraiment c'est de ça dont tu as besoin? Parce que moi en tant qu'agence c'est cool, ça va me faire bosser un mois et puis ça va te coûter 15 000 euros, mais en vrai toi tu pourrais économiser 15 000 euros. La façon dont j'essaye de construire cette agence, c'est vraiment avec ce mojo d'équipe technique externe, mais d'être capable de dire non au client, d'être capable de le challenger, d'être capable de lui dire que des fois ses idées sont mauvaises pour le faire réfléchir et puis essayer d'agir au plus dans son intérêt. C'est un petit peu la posture que j'essaye d'avoir et de défendre, que la posture avec laquelle j'ai toujours travaillé. Du coup, l'idée de l'épisode, c'était un peu de parler de la dette technique, puisque t'aimes bien, c'est un sujet qui t'intéresse. Ouais. Et je pense que tu dois y être confronté régulièrement dans tes missions déjà. Ouais, sur les missions, enfin sur les projets que j'ai gérés pendant de nombreuses années, comme sur tous les projets que je vois pour mes clients. En général, les clients qui se tournent vers des CTO part-time, peut-être que toi, tu as une expérience différente, mais de ce que j'ai cru percevoir du marché pour l'instant, c'est souvent des clients qui ont géré eux-mêmes leur équipe technique, qui n'avaient pas forcément de CTO, et ça a bien marché pendant un certain temps, surtout en phase de MVP. Et puis un jour, ils se sont retrouvés avec une dette technique trop forte. Ils savaient pas trop comment ils en étaient arrivés là. Ils savaient plus trop ce qu'il fallait faire parce qu'on commence à rentrer dans des domaines d'expertise technique un petit peu plus poussés. Et c'est le moment souvent où ils vont s'ouvrir à un CTO part-time
comme c'est l'activité que je fais aujourd'hui, je suis assez souvent confronté à la dette technique. Ouais, non, moi j'observe un peu la même chose, mais souvent ils se rendent pas forcément compte non plus que c'est la dette technique, c'est juste que le projet atteint des limites qu'ils n'arrivent plus à gérer, quoi. Ouais. Mais peut-être tu peux commencer par nous expliquer un peu qu'est-ce que la dette technique? La dette technique, c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui, qui va inclure beaucoup de problèmes, voire même de non-problèmes différents. La définition que moi j'ai de la dette technique, c'est que c'est un choix volontaire à un instant T d'une équipe ou d'un chef d'équipe d'aller sacrifier la qualité du code au bénéfice de la rapidité d'exécution d'une feature. Mais c'est vraiment cette notion de volontaire d'aller contracter une dette. On sait qu'on s'endette maintenant et que du coup, dans ce côté volontaire, on accepte que plus tard, cette dette, il va falloir la payer. C'est comme un crédit immobilier. Et du coup, dans la dette technique, c'est pas juste on fait de la sous-qualité aujourd'hui, puis advienne que pourra. C'est on fait de la sous-qualité aujourd'hui, mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, on sait qu'on a 1 mois, 2 mois de planifier pour venir résoudre tout ça. Et si on prend la totalité du temps passé, la feature sera plus longue à traiter que ce qu'on aurait mis si on l'avait fait bien dès le début. Par contre, ça nous a permis de sortir la feature plus vite en sacrifiant la qualité. Et donc la dette technique, pour moi, c'est vraiment il y a vraiment cette notion de volontariat dans la décision d'aller sacrifier la qualité. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le confondre avec des projets legacy, où c'est des projets qui ont été probablement bien développés à un instant T, mais la technique, c'est un environnement qui évolue en permanence, et donc du code qui n'est pas entretenu, du code qui n'est pas maintenu, du code qui n'est pas mis à jour, en général, il vieillit mal. Et le legacy, c'est du code qui a été bien pensé souvent, mais il y a de ça plusieurs années et qui n'a pas eu ce travail d'entretien régulier au fil des ans. On avait parlé tous les deux quand on s'est préparé, mais l'image qu'on peut faire dessus, ça serait celui d'une vieille Porsche 911 ou d'une vieille Ford Mustang. C'est des voitures qui ont été, qui étaient des super voitures, super qualitatives au moment où elles sont sorties. Mais si elles n'ont pas eu un entretien correct au fil des années, aujourd'hui, elles sont probablement moins fonctionnelles et moins efficaces qu'une voiture d'entrée de gamme. Mais voilà, le legacy, c'est vraiment cette notion d'entretien dans le temps. Et puis la troisième catégorie de problèmes qu'on met un peu souvent dans le même sac que la dette technique, c'est la sous-qualité. Et là, on a à peu près le même rendu que la dette technique, c'est qu'on a des problèmes à résoudre, sauf que la sous-qualité, c'est plutôt un problème de compétence de l'équipe, c'est qu'on a pensé faire les choses bien, on les a juste mal fait, et là, c'est absolument pas volontaire. Et du coup, je pense que pour chaque catégorie, il y a sa manière de le résoudre parce que tu dois voir les 3 cas, j'imagine. Oui, alors déjà, les problèmes de sous-qualité, je pense qu'il faut se poser des questions sur l'équipe ou les process de travail. La dette technique, à mon avis, ça va impliquer beaucoup plus de planification sur la roadmap, les solutions, la vision. Et puis, les problèmes de legacy, c'est de l'entretien à planifier et à conduire sa roadmap un petit peu au quotidien. Quand on est gérant d'une entreprise, comment on peut faire la différence en fait entre les 3 cas? Parce que bon, il y a différentes manières de les régler, mais si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous arrive, comment on fait? Comme pour tout problème, des fois, il faut savoir mettre une phase de pause, s'arrêter et puis essayer de comprendre en fait ce qu'on a et dans quelle situation on est, comprendre quels sont les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et une fois qu'on a les problèmes d'aujourd'hui, il reste deux choses à faire, c'est comprendre comment on en est arrivé là, quelle est la source de ces problèmes, pas pour aller blâmer quelqu'un ou trouver un coupable, ça on s'en moque, c'est juste comprendre comment on a pu en arriver là pour être capable de trouver la meilleure solution à mettre en place. Et il n'y aura pas de solution unique à tous les problèmes. Chaque entreprise est dans une situation qui est différente, avec un historique qui est différent. Il y a souvent beaucoup de problèmes de dette technique qui sont tout à fait légitimes dans la façon dont s'est construite l'entreprise. On peut pas une boîte qui a peu de ressources, peu de budget, qui se lance, qui a peu de visibilité sur son avenir, elle peut pas forcément se permettre de tout faire bien tout de suite. Elle a besoin d'aller vite. Elle a peut-être aussi pas les ressources et les compétences nécessaires pour penser à tout dès le début. Alors qu'une boîte qui est bien installée, qui a un business qui tourne bien, qui a peut-être plus de visibilité et de temps devant elle, a peut-être d'autres leviers qu'elle peut aller activer pour éviter que la dette technique soit trop forte. Donc vraiment
Là, c'est peut-être le travail notre travail à tous les deux, Tamara, de rentrer dans ces entreprises et de comprendre comment elles en sont arrivées là et de ce qu'il faudrait faire pour qu'elles puissent en sortir. À quel moment tu penses que c'est grave? Parce que la dette technique, on en parle beaucoup, un peu comme on le diabolise beaucoup. Mais je pense qu'on peut très bien vivre, enfin, un projet peut très bien tourner avec de la dette technique. Donc, à quel moment il faut vraiment faire attention et ça peut être dangereux? Déjà, j'ai pas rencontré une seule entreprise qui n'en ait pas, ou pas une seule équipe technique qui ne se plaigne pas que son projet soit rempli de dettes techniques. Donc il y a un moment, à mon avis, il faut accepter que juste on est tous éternellement insatisfaits des environnements dans lesquels on travaille et qu'en fait juste ça fait partie du jeu et qu'il y a des choses qui sont tout à fait normales et puis se rappeler de la réalité d'une entreprise qui est qu'une entreprise, sa mission c'est de faire de l'argent, c'est de croître, c'est d'être rentable et que c'est ça qui doit un petit peu nous guider. Donc, je dirais que la dette technique, pour moi, elle devient inquiétante quand elle commence à être un frein au développement du business. Souvent, on disait tout à l'heure que les, les entrepreneurs qui se lancent sans CTO et qui finissent par s'ouvrir à des CTO freelance, c'est quand ils rentrent dans une phase de problématiques techniques. Souvent, c'est pas les problèmes techniques qui vont les embêter, c'est que d'un coup, leur projet est dans un tel état de bug ou de crash ou d'incidents techniques qu'en fait, ils ont plus de temps pour dépiler leur roadmap. Et c'est là où ils ont besoin de commencer à avoir une expertise technique pour dire, bah, OK, là, mon projet, il arrive plus à scaler. Les problèmes de scale font que mes serveurs crashent en permanence. Les crashs en permanence font que mes développeurs passent leur temps à remonter des machines. Faut faire un petit pas de côté et voir comment on enlève les crashs à la racine. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on se dit, bah, OK, la feature telle qu'elle a été développée, elle ne scale pas. On est à un stade où le chiffre d'affaires commence à rentrer, les clients arrivent, on a besoin d'être capable de scaler. Donc maintenant, il faut qu'on refasse ce bout de code pour scaler, mais aussi pour du coup remettre l'application en marche et être capable d'aller reprendre le business, reprendre les features pour aller chercher les nouveaux clients. Pour moi, la technique, elle est vraiment impactante quand elle commence à se ressentir d'un point de vue business. Si tu as un business qui tourne super bien, tu as plus de temps pour traiter ta dette technique à côté sans ralentir le business et c'est moins inquiétant. Je me rappelle que tu avais parlé de la mauvaise compréhension de la dette technique par les développeurs souvent. Ouais. Et souvent, quand on arrive en entreprise, les développeurs, ils veulent tout de suite tout changer parce que c'est pas le code qui leur va. Et quel serait le message que tu peux passer aux développeurs pour ça? Ça, moi, je l'ai beaucoup fait dans mon passé de développeur, tu rentres dans un projet et en fait, t'aimes pas comme c'est fait. Tu as envie de tout refaire et souvent, toutes les features que tu vas développer, tu vas les faire un refactor en même temps. Et du coup, par extension, les développeurs qui arrivent disent toujours, bah, ce projet est rempli de dettes techniques, il faut tout refaire. Moi, j'en ai accepté des projets de refonte totale. La réalité, c'est qu'à la fin, une fois que tu as tout refait, tu as souvent au moins autant de bugs qu'avant de recommencer à tout refaire. Pour une raison toute simple, c'est que comme un projet, il est vivant, des fois, tu fais des petites concessions à droite et à gauche. Et en fait, tu as plein de use cases et de scénarios tricky qui sont gérés. Et un regard neuf va te dire que c'est de la dette technique, alors qu'en fait, ça existe pour une raison bien précise. Et ça, tu vas l'oublier dans ta refonte. Et donc, j'ai vu beaucoup de projets être refondus. Et au moment où ils sont sortis, on s'est dit, ah, en fait, c'est de la dette technique. Faut déjà refaire la moitié du truc. Tu te dis, mais je viens de passer 8 mois pour corriger de la dette technique et on me dit que c'est déjà de la dette technique. Et je pense que cette nécessité pour les développeurs de vouloir changer ce qui existe à leur arrivée, c'est pas de la mauvaise foi. Et si je prends mon exemple très personnel, c'est comme ça que je fonctionnais. C'est plus un problème de compréhension de l'existant, peut-être un problème de transmission en amont de pourquoi les choses ont été faites comme ça, qui les a faites comme ça. Et du coup, comme on comprend pas ce qu'on a sous les yeux, on comprend pas le code, on comprend pas l'histoire qu'il raconte, finalement, on se dit qu'on va tout réécrire parce que c'est un moyen d'aller reprendre le contrôle sur la base de code en comprenant les choix qui ont été faits et pourquoi ça a été fait comme ça. Et je pense que le problème des développeurs qui qualifient tout de dette technique assez vite, c'est souvent ce problème de compréhension et ce besoin d'aller récupérer le contrôle sur la base de code pour pouvoir ensuite travailler de manière efficace. Et ça, je l'observe assez souvent des développeurs jeunes dans un projet, pas forcément jeunes en âge, mais qui rejoignent un projet, qui vont réécrire tout ou partie du projet sur lequel ils rentrent. Et c'est surtout pour le comprendre finalement qu'ils font ça.
parce que c'est un peu comme quand tu prends des notes, quand tu écris des choses, tu les assimiles beaucoup mieux que quand juste tu les lis. Je pense qu'en tout cas que c'est cette mécanique qui est en jeu derrière. Au final, c'est quand même un peu une perte de temps de passer beaucoup de temps à réécrire. Il faut quand même que ce soit limité dans le temps pour que ce soit utile. Bah, surtout, faut l'éviter parce que si tu as un code qui fonctionne bien, qui répond bien à une problématique business, le réécrire juste parce que quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça ou ne le comprend pas, c'est clairement quelque chose qui devrait pas se produire. Donc, il y a là un gros enjeu peut-être en termes de d'onboarding, de communication, de formation sur les gens qui rejoignent ton équipe et puis sur la culture de se dire qu'on peut pas faire des refactoring en permanence pour des questions de confort. Et du coup, je crois que tu avais des conseils sur la manière de bien refactoriser. Alors sur la manière de bien refactoriser, oui. Ce que j'observe souvent et ce que ce que je demande à éviter, c'est qu'on a souvent des refactos au moment où les développeurs, on leur demande de faire une fonctionnalité. Là, il faudrait rajouter une fonctionnalité X sur la fonctionnalité Y, par exemple. Et au moment où le développeur va faire ça, il va se dire bon bah je comprends pas trop ce qui a été fait, je vais tout refaire, je vais tout refondre. Des fois, c'est tout à fait légitime le refactoring, mais ce qui me semble plus intéressant, c'est de s'acquitter de la fonctionnalité qui a été demandée, du changement qui a été demandé et du changement seulement. Et deux, si vraiment il y a nécessité de refactoring, de le travailler dans une tâche séparée parce que si jamais le refactoring se passe mal, si jamais c'est plus long que prévu, si jamais il y a des effets de bord qu'on n'avait pas anticipés, bah, au moins on a quand même eu le changement dont on avait besoin, on a eu l'apport business dont on avait besoin, et l'apport technique, la refonte technique, elle vient dans un second temps, et on mélange pas les deux projets qui n'ont pas les deux mêmes objectifs. Donc ça, j'essaye en général de demander à d'abord s'acquitter du changement initial et ensuite de traiter le refactoring dans une tâche séparée et puis de pas se lancer dans des refontes complètes d'une application, de plutôt privilégier des refontes partielles ou des petits modules puisque bah, je prenais l'exemple tout à l'heure d'applications j'ai pu superviser, qu'on a refaites entièrement et qui sortent, on se dit ok, la moitié de ce qu'on a fait c'est déjà de la dette technique, donc je suis plutôt partisan aujourd'hui des refontes. Finalement, c'est même pas des refontes, c'est pas des réécritures. C'est assez rare que je reprenne un projet et que je parte de zéro sur un nouveau projet qui va faire la même chose. En général, je vais plutôt essayer de mettre en place un plan d'action alors c'est long, hein, sur 2, 3 ans, en me disant voilà où je veux qu'on aille pour ce projet. Voilà l'état dans lequel on est aujourd'hui et voilà tout ce qu'on va faire ces prochaines années pour arriver à notre objectif. Souvent, c'est plus long que prévu, mais ça évite de tout refaire d'un coup, d'oublier la moitié des fonctionnalités, d'oublier la moitié des cas un peu spécifiques ou de sortir un truc dont on n'est pas satisfait à la fin. On a toujours notre projet et en fait, finalement, on fait plutôt de l'amélioration incrémentale de ce projet plutôt qu'une refonte complète. Et ça, je trouve que ça fonctionne vachement mieux parce que s'il y a des changements de priorité dans la stratégie de l'entreprise, si enfin, j'ai travaillé dans des entreprises où la boîte était en forte croissance, donc on anticipait des recrutements. En anticipation des recrutements, on commençait à envisager une architecture en microservices. Donc c'était vraiment notre vision de partir sur du microservice pour venir accompagner la croissance de l'entreprise. Et puis finalement, la croissance s'est ralentie. On a plutôt décidé de se stabiliser. Et donc les projets de microservices sont devenus vachement moins importants. Et si on s'était lancé dessus, en fait, on aurait été coincé pendant 1 an et demi, le temps de tout sortir. Et là, on a juste pu mettre en pause ce projet et se concentrer sur ce qui était devenu important pour le business, qui était d'aller chercher à nouveau du chiffre d'affaires et de la croissance. Donc, travailler plutôt sur du long terme plutôt que sur du court terme. Et puis, ce qu'on se disait au tout début, accepter que la dette technique, il y en a dans toutes les boîtes. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre environnement. Donc, c'est assez illusoire de se dire qu'on va tout recommencer de zéro et puis d'un coup, ça sera bien, ça sera parfait, ça sera merveilleux parce que même si c'est le cas pour celui qui l'a fait, tu fais rentrer un nouveau dev dans l'équipe et lui va te dire que c'est déjà de la dette technique. Ouais. Puis tu dis que 2, 3 ans, c'est beaucoup, mais en vrai, je pense que même quand on repart un projet de zéro, même si au début on dit qu'il va prendre moins d'1 an de le refaire, ça prendra 2, 3 ans de revenir toutes les subtilités métiers qu'on a laissées de côté. Je pense que c'est un peu la même chose. Ouais, et puis c'est plus que bout à bout, tu vas mettre 3 ans peut-être, mais c'est surtout qu'en fait, tu as ton business qui continue au milieu, t'as pas que ton refactoring. Toi, tu fais peut-être 20% de tes tâches qui sont consacrées à faire cette évolution progressive de ton application, mais à côté, tu as quand même 80% de ton temps de travail qui est là pour venir servir
le business de ta boîte. Donc, bout à bout, ça va mettre 3 ans. Si tu avais tout mis côte à côte, ce serait probablement beaucoup plus rapide. Mais ça me semble dangereux d'aller voir un chef d'entreprise et de lui dire bon bah on met tout en pause pendant 1 an et demi, on refait tout. Ça sera génial dans 1 an et demi parce que enfin moi j'ai des amis entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets comme ça en se disant bah là on en a pour 4 mois à tout refaire, donc le projet de refonte totale il est validé. Pendant 4 mois tu peux plus servir tes clients, tu peux plus ajouter de fonctionnalités, donc il y a des deals que tu peux pas aller signer parce qu'il te manque des features. Et finalement ton projet de refonte il est plus complexe que prévu. Au lieu de mettre 4 mois, il va mettre 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, t'as pas pu signer de clients. Et souvent, ça, pour des petites structures, ça peut signifier leur mort. Mettre en pause un projet complet pendant une très longue période pour le refondre, je trouve que d'un point de vue gestion du risque, c'est hyper dangereux pour l'entreprise. Sauf si tu es une grosse entreprise, que tu as les reins hyper solides et que tu as les moyens de patienter et de payer aussi longtemps. Mais dans l'univers où moi j'évolue, ça me semble tendu. Moi, je rigole parce que je suis exactement dans un projet de ce style en ce moment, donc où on est sur une refonte totale, mais on a un développeur qui travaille toujours sur l'ancienne version pour les besoins business et du coup, la refonte, elle prend beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qui avait été initialement prévu. Bah oui, parce que comment tu gères du coup toutes les nouvelles features qui sont demandées et développées sur le projet actuel, il faut les faire en double sur le nouveau projet. Ouais, ou elles seront en attente et du coup, elles arriveront plus tard. Du coup, il y aura toujours un décalage. Non, c'est pas évident à gérer. Après, il y a pas mal de choses qui avaient déjà été réfléchies pour améliorer la nouvelle version qui est en train d'être faite, mais ça prend beaucoup plus de temps que ce qui avait été initialement prévu par la personne qui l'avait prévu, qui était un développeur qui arrivait sur le projet, comme tu parlais tout à l'heure. Bah après, c'est souvent les mêmes scénarios qui se produisent un petit peu dans toutes les entreprises. Mais moi, pour avoir essayé plusieurs méthodes, finalement, je trouve que la plus efficace et la moins risquée, donc celle qui a le meilleur bénéfice-risque, c'est vraiment de pas reprendre les projets de zéro, c'est de repartir sur la base existante et puis de l'améliorer petit à petit. On l'a fait dans une précédente boîte où on avait nos applications qui étaient entièrement en JavaScript et qu'on voulait passer en TypeScript. Bah, plutôt que de tout refaire en TypeScript, en fait, on fait une phase 1 où on active juste TypeScript dans l'application, mais ton application, elle tourne sur du TypeScript et du JavaScript. Et en fait, petit à petit, quand on travaille dans un composant, on vient le traduire en TypeScript et en fait, c'est-à-dire que sur chaque tâche qu'on fait, on se rajoute un objectif supplémentaire qui est de faire cette conversion en TypeScript. Mais du coup, on peut continuer à faire des nouvelles features. Elles sont juste un petit peu plus lentes chacune, mais petit à petit, on va venir manger toute l'application et la traduire en TypeScript. Et quand tu as fait 70% de ton application, là, tu te dis, il me reste un gros coup de colis à mettre. Les 30% qui restent, tu peux les faire d'une traite parce que tu sais que là, le risque, il est devenu très petit. Mais après, il faut accepter de vivre pendant 1 an et demi avec un mélange de JavaScript et de TypeScript qui fait plaisir à personne pour aller terminer cette conversion. C'est ça qui est un peu des fois difficile à accepter par les développeurs. Et souvent, on est pressé sur certains points, mais pas toujours les points business qui sont les plus importants, quoi. C'est notre job que de réussir à jongler avec les besoins techniques, le fait de maintenir et faire évoluer les projets tout en faisant en sorte que le business passe quand même en priorité. Après, ce que je trouve dommage, c'est ce que tu disais juste avant, c'est que c'est souvent les mêmes erreurs qui se reproduisent et c'est quand même dommage de toujours voir un peu les mêmes choses, les mêmes mauvaises manières qui sont répétées. Ouais, tu vois, j'ai réfléchi un petit peu ces derniers temps sur pourquoi on a ça et en fait, tu as beaucoup de gens en entreprise, je pense, qui veulent faire certaines choses, tu vois. C'est pas vraiment la notion de j'ai envie de faire ça comme ça. Par exemple, j'ai envie de mettre du microservice ou j'ai envie de bosser sur du event driven. Mais c'est vraiment la notion de vouloir se confronter à une nouvelle techno, à une nouvelle façon de faire, alors qu'il n'y a pas le besoin pour l'entreprise. Oui, souvent, c'est le plaisir du développeur avant le besoin de l'entreprise. Exactement, là où et le plaisir, enfin, je suis d'accord, c'est hyper important dans notre métier, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre les projets perso qu'on peut mener et là on va pouvoir se faire plaisir avec tout ce qu'on veut et les projets pro où tu as quand même une certaine stabilité dans les applications à maintenir, tu as des clients à servir, tu as une entreprise à développer, à construire et le plaisir me semble moins important sur la partie professionnelle que
que plutôt le besoin. C'est peut-être comme ça que je le résumerais, c'est que en entreprise, il faut faire ce qui est nécessaire, là où personnellement, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Ouais, et après je trouve que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, où on s'en rend pas compte au final. Non, et puis après, c'est humain hein, aussi de vouloir se faire plaisir et de vouloir passer 8 heures par jour sur des technos qui nous font kiffer, mais Ouais, après c'est sur le dos de l'argent de l'entreprise quand même, donc ouais, mais c'est là où c'est nous notre job de s'assurer qu'on concilie bien aussi les intérêts individuels des développeurs avec les intérêts et les objectifs de l'entreprise. Tu as parlé plusieurs fois de microservices. Alors c'est un Ouais. terme qui est beaucoup utilisé un peu à la mode. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et la différence avec un projet, simple? Ouais, microservices, on va souvent les opposer avec les monolithes. Donc le monolithe, pour faire simple, c'est une grosse application dans laquelle il y a toute ton application, quoi. Donc tu as un projet pour l'intégralité de ton application ou d'une partie de ton application si tu as une division back-end, front-end, par exemple. Et microservice, c'est quand tu vas faire un découpage de ton application en plusieurs projets. Souvent, on va essayer de déterminer des thématiques dans ton application et de découper ton projet par thématique ou par domaine. Quand je travaillais chez Le Permis Libre, donc qui était une auto-école en ligne, on faisait du code de la route et de la conduite. Ici, on aurait pu avoir deux microservices, un pour le code de la route, un pour la conduite, parce que même si c'est la même entreprise, le même métier, les fonctionnalités de code de la route ne sont pas les mêmes fonctionnalités que celles de la conduite. Donc, on aurait pu diviser le projet en deux parties, là où le monolithe, c'est un seul projet qui vient gérer les deux. Beaucoup de développeurs ont envie de faire du microservice parce que c'est plus complexe, c'est plus sexy, tu as des nouvelles problématiques qui sont assez intéressantes à aller traiter. Mais moi, de mon point de vue, alors, j'aime beaucoup le microservice, mais je pense que les raisons d'y aller sont souvent mauvaises. Les développeurs veulent y aller parce qu'ils pensent que c'est une solution technique à un problème technique. Et puis, il y a une petite part de plaisir et de kiff là-dedans, à vouloir faire des choses complexes et pouvoir dire, moi, je fais des choses complexes. Alors que pour ma part, les microservices, c'est une solution technique à un problème organisationnel. Le problème organisationnel, c'est celui d'avoir une équipe qui devient plus conséquente en général, avec beaucoup de développeurs qui vont travailler sur le même projet, et le fait que tu aies beaucoup de monde qui travaille sur un même projet, tu commences à avoir des conflits, souvent sur les codes, quand des développeurs vont modifier le même fichier, par exemple, tu vas commencer à avoir des problèmes d'ownership. Si ça bug, qui est responsable de ce bug? Qui est responsable de sa correction? Qui est responsable de suivre le projet? Et puis un projet qui est très vaste sur une entreprise de 800 ou 1000 personnes, on peut pas demander à une seule personne d'en faire tout le suivi, ça devient trop dense. Donc, il y a beaucoup de problèmes d'ownership qui vont aussi se dégager. Et puis après, tu as des problèmes de résilience. Nous, on faisait du code et de la conduite, par exemple. Pour la conduite, on utilisait des API du ministère de l'Intérieur et pour les réservations d'examen. Et en fait, quand ces API-là étaient HS, ce qui arrivait assez souvent, ça faisait tomber notre API pour la partie conduite, mais comme on était en monolithe, ça faisait aussi tomber notre API pour la partie code de la route. En microservice, on aurait pu faire tomber juste la partie conduite et maintenir le code de la route en place avec une séparation des deux. Donc les microservices, ça va venir t'apporter aussi cette résilience-là sur la gestion des erreurs et de ton infrastructure. Tu peux casser seulement certaines parties sans casser la totalité. Nous, on était 30 en monolithe globalement dans l'équipe et ça marchait encore plutôt bien. J'aurais tendance à dire que le microservice n'est absolument pas une nécessité, c'est vraiment un problème d'organisation. Et j'ai vu des entreprises qui ont voulu se lancer un petit peu dans cette refonte en microservice, y passer plus d'un an et demi, 2 ans, sans réussir à aller jusqu'au bout du projet. Et c'est un an et demi, 2 ans pendant lesquels le business est à l'arrêt. Ouais, mais moi, j'en vois beaucoup parler, mais j'ai l'impression que il n'y a pas souvent de bonnes raisons d'y aller pour les startups. Non, mais enfin vraiment, si la boîte il y a peu d'employés, honnêtement, je le déconseille. Là, j'ai rejoint un projet qui a été entièrement développé sous forme de microservices. On est 3 développeurs pour peut-être une vingtaine de microservices. Et en fait, c'est 3 développeurs neufs
toute l'équipe est partie sur ce projet, donc 3 développeurs qui arrivent et qui doivent comprendre une architecture qui est composée de 20 microservices qui font une tâche qui est relativement simple. En fait, la complexité, là, on a mis plus de 2 mois, en fait, juste pour comprendre comment ça fonctionne, qui interagit avec qui, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est hyper complexe pour 3 personnes. Et du coup, maintenant, un des 3 est chargé, en fait, juste d'entretenir ces 20 microservices, parce que bah, ça représente aussi une quantité de travail qui est non négligeable. Donc, pour une si petite équipe, là, c'est l'inverse, c'est poussé à l'extrême et c'est très difficile à gérer. Et les questions qu'on a, c'est de faire le chemin inverse, en fait. Est-ce que on va pas repasser en monolithe sur pas forcément l'intégralité de la stack, mais on a par exemple 3 back-office différents. Chaque back-office, en fait, a 2 pages web. Donc, ils sont tous hyper bien séparés par métier, par machin. Mais on a 3 projets pour un total de 6 fonctionnalités. Ça a peu d'intérêt. Ouais, et puis switcher tout le temps de l'un à l'autre, ça doit pas être évident. Donc voilà, ça fait partie des rares entreprises, en tout cas, où, où le projet, c'est plus de revenir en monolithe que de passer en microservice. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance sur un nouveau projet pour éviter d'avoir trop... Ouais, j'allais dire de dette technique, mais du coup, c'est peut-être de sous-qualité ou de legacy, ça peut être un peu des trois. Mais quelles sont un peu les bonnes étapes pour démarrer un projet? Alors moi, j'ai 2 façons de faire, on va dire. La première, c'est de toujours bien réfléchir à ce que je vais faire. Donc, dans notre métier, ça se traduit par la conception technique, en fait. C'est que quand on me demande des fonctionnalités à mettre en place, ne jamais commencer et se lancer sur la fonctionnalité comme ça. L'idée, c'est déjà de bien comprendre le problème énoncé et qu'il faut résoudre. Et ça, j'encourage fortement, moi, tous les développeurs à pas se cantonner à un rôle de OK, on me demande ça, je fais ça, et puis je me pose pas de questions, mais à essayer de comprendre entre les lignes le problème de fond qui doit être résolu. Parce que souvent, la solution qui est demandée, ça résout le problème, mais il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient résoudre le problème beaucoup plus facilement. Et le développeur a cette chance de, en général, maîtriser le produit, maîtriser la partie technique et donc d'être une des personnes les mieux placées pour estimer la difficulté d'un changement à faire et donc d'être capable d'arbitrer avec un niveau d'information assez élevé sur la solution la plus pertinente à mettre en place. Donc déjà, bien comprendre le problème à solutionner et puis bien réfléchir à comment on va le solutionner à travers la conception technique. Et ça, ces conceptions techniques, moi, je les impose dans toutes les équipes où je travaille. Je ne veux pas de développeurs qui se lancent sans avoir fait un schéma de base de données avant, sans avoir listé les endpoints qu'ils vont utiliser, parce que de la conception technique, je vais faire découler un plan de développement. Donc l'idée, c'est OK, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, quelles sont les différentes étapes qu'on doit réaliser pour arriver à cette finalité? Et l'objectif, c'est d'arriver à un découpage de tâches où chaque tâche ne met pas plus de 2 jours à être réalisée. Si ça met plus que 2 jours, en général, tu peux encore la découper un petit peu. L'idée là-dessus, c'est de pas rentrer dans un silo de 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines de développement, mais d'avoir des petites évolutions qui vont tomber rapidement. Comme ça, si tu es en retard, bah, t'es pas en retard sur la totalité du projet, mais juste sur la partie non réalisée du projet. Et puis, s'il y a des urgences ou des imprévus qui vont tomber en cours de route, bah, tu peux t'arrêter au milieu parce que ce que tu as fait est déjà validé et ce que tu n'as pas encore fait n'est pas commencé. Donc, conception technique, ça permet de donner un plan de développement et sur le plan de développement, on peut se rendre compte qu'il y a des tâches qui peuvent même ne pas être faites ou qui peuvent être faites en bonus si on est allé plus vite que prévu, mais qui n'ont pas d'incidence sur le bon déroulement de la fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment travailler avec des conceptions techniques, en fait, en se préparant à son travail, c'est vraiment ma règle numéro 1 et ça fait souvent rire parce que je ressors toujours le même proverbe, mais c'est que si j'ai 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à aiguiser ma hache. C'est un peu le concept derrière tout ça. Deuxième façon de faire que j'essaye de m'imposer et que j'essaye de distiller dans les équipes, même si c'est pas toujours facile, c'est une théorie assez personnelle que j'appelle l'effort supplémentaire. C'est ce que beaucoup appellent l'overengineering. Donc, c'est de se rajouter des problèmes au moment de la conception. Donc, l'idée, c'est de se dire, je dois faire telle fonctionnalité.
OK, mais de quoi on pourrait avoir besoin dans 1 an? Comment cette fonctionnalité pourrait être amenée à évoluer? Est-ce que cette fonctionnalité, elle permet pas de résoudre aussi d'autres problèmes qu'on a dans le backlog à l'heure actuelle ou de faire un pas vers la résolution de ces autres problèmes? Est-ce qu'elle est pas à cheval sur plusieurs tickets? C'est vraiment de se rajouter des problèmes et se rajouter du contexte au moment de la conception, pas pour résoudre ces problèmes tout de suite, mais pour proposer une conception qui n'empêche pas la résolution de ces prochains problèmes. C'est assez subtil, c'est pas toujours facile à expliquer, mais l'idée c'est de pas se mettre des bâtons dans les roues pour plus tard, sans pour autant s'occuper des problèmes de plus tard. Donc c'est une ligne fine entre l'over-engineering et de la bonne conception. Moi, j'aime bien dire aux personnes qui entreprennent de réfléchir à où ils veulent aller avec leur projet, de tout noter. Mais par contre, ils doivent choisir un endroit où ils veulent aller, mais ils doivent avoir tout l'environnement qui va aller autour après, déjà qui existe quelque part, et vraiment que les développeurs après ils puissent se projeter pour créer la solution, quoi. Mais je pense que c'est un très bon conseil et c'est le rôle d'un dirigeant ou d'un responsable d'équipe de construire quand même une vision, de construire un projet et d'embarquer son équipe dans cette vision et ce projet. C'est peut-être pas la vision parfaite, mais je pense que c'est important que chacun dans l'entreprise sache où on essaye d'aller collectivement pour que ça puisse aussi le guider dans toutes les micro-décisions qu'il est amené à prendre au quotidien. Ouais. Mais c'est plein de bons conseils que tu nous apportes, hein, J'essaye. J'ai une autre question. Comment bien choisir les développeurs, CTO avec qui on va travailler? Déjà, faut essayer de travailler avec les meilleurs. Mais comment on sait que c'est les meilleurs? Alors moi, j'ai une ligne de décision qui est assez simple, c'est de toujours miser sur les soft skills et rarement sur les hard skills. Donc les hard skills, ça va être plutôt les compétences techniques, les soft skills, ça va plutôt être la façon d'être, pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'on peut facilement aider quelqu'un à progresser techniquement. Ça demande juste un petit peu de temps et un petit peu d'investissement, mais c'est pas compliqué d'apprendre quelque chose à quelqu'un ou de lui donner les moyens d'apprendre seul. Par contre, c'est quasiment impossible de faire changer quelqu'un. Donc si je sais pas, tu es un pessimiste fini, il y a peu de chances qu'un jour tu deviennes un optimiste. Par contre, si tu sais pas bricoler, tu peux apprendre à bricoler. Donc, dans les soft skills que moi je recherche chez les personnes avec qui je travaille, déjà j'aime bien les gens qui savent s'exprimer et qui savent communiquer, parce que quand on travaille en équipe, la communication c'est quand même un petit peu au cœur de tout et ça peut être dur à comprendre pour des gens qui sont pas du métier, mais le développement c'est un travail d'équipe avant tout. Même si c'est des gens avec leur casque sur la tête qui veulent pas parler aux autres, ça reste du travail d'équipe. Et puis, ce que je cherche aussi beaucoup, c'est à percevoir de la curiosité chez les développeurs, par exemple. Je veux qu'ils aient envie d'apprendre, je veux qu'ils aient envie de progresser, je veux qu'ils, naturellement, ils cherchent à devenir meilleurs. Quelqu'un qui sait apprendre, en fait, s'il a envie d'apprendre et s'il a appris à apprendre, globalement, ça peut pas mal se passer. Et moi, je l'ai vu, j'ai recruté moi, j'ai fait beaucoup de recrutements dans ma carrière. J'ai fait des centaines d'entretiens. J'ai vu des gens qui maîtrisaient parfaitement les stacks techniques dans lesquels j'évoluais, et ces personnes-là, souvent, je les ai pas prises, je les ai pas recrutées parce qu'elles ne maîtrisent qu'une seule stack technique. Pas juste elles maîtrisent celle-ci, mais elles ne maîtrisent que celle-ci et elles ne sont intéressées que par celle-ci. Et ça veut dire que toi, ta stack technique, elle peut être amenée à changer dans ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu fais de ces personnes qui ne veulent pas changer de stack technique le jour où toi, tu veux en changer pour ton projet? Ça va devenir un moment difficile. Inversement, j'ai recruté beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient absolument pas la stack technique de l'entreprise, mais pour qui un langage, un framework, c'est juste un outil parmi un autre et qui n'ont pas d'appréhension et qui n'ont pas peur d'aller apprendre un nouveau langage. Et ces personnes-là, en général, tu leur donnes 2 mois et au bout de 2 mois, elles sont aussi efficaces que quelqu'un qui maîtrise parfaitement la stack. La seule différence, c'est que tu as 2 mois d'attente de formation où la personne elle n'est pas à son plein potentiel, mais au bout de 2 mois, tu as quelqu'un qui sait apprendre, qui va progresser et qui maîtrise ta stack technique. Alors que dans l'autre cas, tu as juste quelqu'un qui maîtrise ta stack technique. Et c'est vraiment ça que je vais aller chercher chez les personnes avec qui je travaille. Et je pense que c'est aussi des personnes du coup qui savent aussi s'adapter au contexte, à l'entreprise et qui ont pas mal de qualités que des personnes qui sont souvent fermées à une stack technique, elles vont être fermées à plein d'autres choses, j'ai l'impression. Ouais, clairement, clairement. Ok.
Je pense que c'est des bons conseils à appliquer. Et du coup, dernière petite question, mais par rapport à ton agence. Donc, c'est des t'as recruté des personnes ou c'est des personnes que tu connaissais déjà enfin... Alors, en grande partie des personnes que je connaissais déjà et qui, elles aussi, avaient le projet de travailler en freelance, avec l'idée de se dire que déjà, on a travaillé ensemble, on a apprécié travailler ensemble, on a bien travaillé ensemble et que c'est quand même plus sympa de travailler ensemble. Globalement, Okay. c'est quand même plus sympa que d'être seul dans son coin. Après, ce projet, il est vraiment en construction et à mon avis, il y aura plusieurs phases dans la vie de ce projet. Mais voilà, quand tu passes du temps à recruter et que tu arrives à faire des bons recrutements, tu as envie de continuer à travailler avec ces personnes pendant très longtemps. Et là, j'ai eu la chance d'avoir certaines de ces personnes qui ont voulu se mettre à leur compte et on s'est dit que peut-être il y avait moyen de faire un truc tous ensemble et que ça pouvait être chouette. Ok, un chouette projet en tout cas. Et puis hâte de voir la suite de vos aventures alors. Bah, j'espère que ça a marché. Ouais, y a pas de raison. Ouais. Il y a toujours des choses à faire ce sont. Ouais, je m'inquiète pas trop dans le développement. Il y a beaucoup de besoins quand tu as des équipes comme ça avec qui tu as déjà réussi à faire des belles applications, à gérer des beaux projets. Je m'inquiète pas trop. Après, ça reste une création d'entreprise, ça reste un projet entrepreneurial, donc c'est jamais simple et rapide. Pour les personnes qui seraient intéressées pour te contacter ou te suivre un peu, je mettrai toutes les infos en description, mais si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, bah principalement sur LinkedIn, même si j'ai un petit peu ralenti la cadence ces derniers temps, j'y vais encore régulièrement. Et puis après sur mon site personnel, il y a toutes mes informations de contact. Donc il y a mon adresse email, il y a mon Calendly, il y a mon LinkedIn encore. Voilà. Et puis pour les plus courageux, mon GitHub, mais c'est pas là où il se passe le plus de choses. Ça marche. Mais merci beaucoup, Adrien, pour ton intervention. C'est un podcast super intéressant, je trouve. Donc, j'espère que plein de monde l'écoutera. Et ben, j'espère aussi. Merci pour ton invitation, Tamara. Merci. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Au revoir. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take Me to the Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite.